Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Lumumba soki yokonga ba nationaliste bamoni mpasi mpona kombo ya MNC zonga mbalata ya suka tokumisa yo na kombo ya o Lumumba kufeli l'unité nationale. Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la restitution de la relique de Patrice Emery Lumumba. Et nous allons également vous parler de son parcours, le crime de guerre et le deuil. Enfin, on a le droit de faire le deuil de Patrice Lumumba. Nous allons donc vous présenter la cérémonie de restitution de cette relique avec l'intervention de sa fille, Juliana Lumumba. Enfin, on a le droit de faire le deuil de Patrice Lumumba. Et la Belgique, comme je vous l'ai dit, a remis une dent de Patrice Lumumba à sa famille. On peut dire qu'on avance aujourd'hui dans la procédure judiciaire en cours pour crime de guerre. Cette plainte qui a été déposée voici 11 ans, en 2011, par les enfants et les petits-enfants de Patrice Lumumba. Alors, qui était Patrice Lumumba? Nous allons vous en parler tout à l'heure. Après cette intervention de Juliana, à la remise donc de la relique de son père, le Premier ministre donc belge a renouvelé d'ailleurs ses excuses et les excuses donc de la Belgique pour la responsabilité de certains dirigeants et fonctionnaires de l'ex-puissance coloniale dans l'assassinat du héros congolais de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, qui a été, comme vous le savez, exécuté au Katanga le 17 janvier 1961. Alors le chef du parquet fédéral belge, Frédéric Van Leeuwen, a remis lundi 20 juin à Bruxelles à la famille de Patrice Lumumba un coffret contenant une dent de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes, en tant que panafricanistes, contents, car l'horizon commence à s'éclaircir. Alors, Frédéric Van Leeuwen, chef du parquet fédéral belge, s'est engagé avec le juge d'instruction à continuer à essayer d'avancer. Certes, cela reste un combat, comme il a dit lui-même, mais le gouvernement belge a reconnu sa responsabilité dans ce crime en présentant ses excuses pour la manière dont il a pesé sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre de la République du Congo. À l'époque, on appelait Congo belge. Ce n'était pas encore la RDC. Parce que jusqu'en 1964, c'était la République du Congo belge. Après, d'ailleurs, Congo-Kinshasa.
Alors, la dent restituée et placée donc dans un cercueil avait été saisie par la justice belge en 2016 chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps de Patrice Emery Lumumba. Alors le tout premier ministre de l'ancien Congo belge, qui deviendra donc indépendant le 30 juin 1960, aujourd'hui donc c'est la RDC, hier c'était le Zaïre. Patrice Lumumba a été renversé d'ailleurs dès la mi-septembre 1960 par un coup d'État. Il a été exécuté donc, comme vous le savez, le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes par, les gens disent, ce sont des séparatistes plutôt de la région du Katanga, soi-disant, avec l'appui de mercenaires belges. Alors je vous demande de suivre donc cette cérémonie où nous allons voir Juliana Lumumba faire l'éloge funèbre de son père. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, distingués invités. Père, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi, le 30 juin 2020, à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles.
Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique? Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il a incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le Mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens
innombrable et profond. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le Président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver des mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Bravo donc à Juliana, que j'ai rencontrée pour la première fois, d'ailleurs en 1988, à Paris, lorsqu'il y avait une grande réunion des ONG. Elle était activiste dans le milieu africain, justement, de la défense des droits de l'homme à l'époque. Ce qui nous a permis d'influencer un peu, en ce moment-là, le gouvernement français, puisqu'on célébrait le bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui fait que nous étions parmi les invités, et les Africains, nous n'étions pas nombreux, on se connaissait en ce moment-là. Je garde un bon souvenir de Juliana Lumumba, qui après d'ailleurs deviendra une femme d'État, une femme politique, puisqu'elle va occuper les fonctions de ministre de la Culture, et je crois aussi elle va occuper les fonctions de droits de la femme en RDC. Je pense que, si ma mémoire est bonne. Bravo donc aux enfants de Patrice Lumumba, particulièrement François, Roland et Juliana, qui ont amplifié le combat de leur maman, Pauline Opangu, la veuve de Lumumba, qui deviendra donc une grande activiste congolaise pour la cause de son défunt mari, qui avait été assassinée, comme je l'ai dit, alors qu'elle n'avait que 26 ans, avec 4 enfants. Alors, sa première sortie, donc la mère de Juliana, François et autres, le 15 février 1961, dans les rues de Léopoldville, elle va protester torse nu, les seins dehors, exigeant donc la restitution du corps de son époux après l'assassinat de ce dernier, le 17 janvier 1961. Donc Pauline Opangu, sous la menace, va quitter la RDC et sera reçue à Brazzaville par le gouvernement de l'abbé Fulbert Yulu, qui fera le nécessaire pour qu'elle soit accueillie avec sa famille par le président égyptien Gamal Nasser. Patrice Emery Lumumba, qu'était-il? On en parle depuis plus de 61 ans, aujourd'hui, depuis sa disparition. Patrice Emery Lumumba est né à Onalwa, dans le territoire de Katako, Kombe, au Sankuru, dans le Congo belge, dans
Il va fréquenter l'école catholique des missionnaires, puis brillant élève. Il va être dans une école protestante tenue par des Suédois. Par la suite, il va travailler comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville et à Stanleyville, l'actuel Kisangani. Il est employé également de deuxième classe à la Poste, période d'ailleurs pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculation réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. D'ailleurs, 200 immatriculations seront délivrées sur 13 millions d'habitants de l'époque. Je voulais donc faire remarquer une chose. À cette époque, c'est-à-dire en 1954, le Moyen Congo comptait moins de 500 000 habitants. Le Congo Léopoldville comptait déjà plus de 13 millions d'habitants. Alors, Patrice Lumumba découvre donc, en travaillant pour la société minière, que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi dans les sociétés multinationales. Et malheureusement, on ne fait rien pour mêler les cadres congolais à la gestion de ces richesses. Se distinguant, il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres figures indépendantistes dont les partis constitués davantage sur des bases ethniques sont favorables au fédéralisme. Alors, il ne plaide pas jusque-là pour une indépendance immédiate. D'autant plus qu'il a pris conscience que les frontières du Congo belge et des colonies françaises, anglaises et portugaises voisines sont arbitrairement fixées par des puissances coloniales, ce qui posera un jour la question de repartir des richesses entre les futurs pays africains indépendants. Il avait déjà bien vu la question. Donc en 1955, Patrice Lumumba va créer une association qu'on appelle l'APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura donc l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo belge sur la situation sociale des Congolais. Alors, le ministre belge en charge à l'époque de la politique coloniale, un certain Auguste Buisseret, va faire évoluer le Congo et notamment développer un enseignement public. Lumumba adhère donc au parti libéral, parti de ce ministre, et y attire les notables congolais. En 1956, il répond alors une lettre circulaire parmi les membres de l'association des évolués de Stanleyville, dont il est le président, et dans laquelle il affirme: tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold. Il va donc déclarer ainsi. Et en compagnie de plusieurs notables congolais, il se rend en Belgique sur invitation du Premier ministre. C'est à cette époque que Patrice Lumumba écrit un livre sous le titre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Dans cet ouvrage, il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il reste partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener
à l'indépendance, Lumumba ne prend pas le temps de publier ce livre. Ce livre va apparaître d'ailleurs à Bruxelles après sa mort. En 1956, Patrice Lumumba est jugé pour avoir détourné des fonds des comptes de chèques postaux de Stalinville et condamné à un an d'emprisonnement. Il vit donc son incarcération comme une injustice puisque, n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir fait que prélever son dû. Il imputait ces malversations à l'illogisme des Belges qui incitaient les Congolais instruits à vivre comme les Européens sans leur en donner les moyens matériels. Libéré par anticipation, il reprend ses activités politiques et devient directeur des ventes d'une brasserie. En cette même année, il est président de l'association des évolués de Stalinville. C'est précisément à cette époque que le gouvernement belge prend quelques mesures de libéralisation. Syndicats et partis politiques vont être autorisés en vue des élections municipales qui doivent avoir lieu en 1957. Et d'ailleurs, je tiens à ouvrir une parenthèse et la refermer. C'est pratiquement le même cycle comme en France, où il y a eu la loi cadre en 1956 qui autorisait les nationaux à gérer les localités dont ils étaient ressortissants. C'est le cas où, justement, qui a permis au président Fulbert Yulu de devenir maire de Brazzaville et d'autres d'ailleurs qui ont occupé les fonctions municipales dans leur localité. Alors, les partis politiques congolais de Congo belge sont parrainés par ceux de Belgique. Et Lumumba, classé pro-belge par ses discours et ses rapports avec les libéraux belges, est inclus dans l'amicale libérale. Patrice Lumumba crée donc le mouvement national congolais, le MNC, à Léopoldville, le 5 octobre 1958. En décembre 1958, il est présent à la conférence des peuples africains à Accra, qui constitue pour lui un tournant politique essentiel. Il y rencontre entre autres l'antillais puis algérien Franck Fanon, le Ghanéen Kwame Nkrumah et le Camerounais Félix Roland Mounier, qui ont notamment en commun d'insister sur les effets délétères du régionalisme, de l'ethnisme et du tribalisme qui, selon eux, minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. À l'issue de cette conférence, Lumumba est désormais fermement indépendantiste. Il est d'ailleurs nommé membre permanent du comité de coordination de cette structure. De retour au Congo belge, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence. Et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il décrit l'objectif du mouvement national congolais, le MNC, en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En janvier, l'interdiction d'un rassemblement de l'ABACO, l'association indépendantiste du Bas-Congo, fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines selon certaines estimations. Alors l'ABACO sera dissoute et son dirigeant, Joseph Kasavubu, est déporté en Belgique. En octobre, lors du congrès national du MNC, à Stalinville, les gendarmes tirent sur la foule, faisant 30 morts et des centaines de blessés. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison
le 21 janvier. Alors, débarrassé de Lumumba, qu'elle considérait comme le chef de la tendance radicale des indépendantistes, les autorités belges organisent des réunions avec les indépendantistes, une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise à Bruxelles. Mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte, le 6 janvier, pour y participer, alors qu'il espérait profiter des tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite. Le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des représentants congolais et, à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et dans la plus totale improvisation au Congo l'indépendance, qui est fixée donc au 30 janvier 1960. Des élections générales, les premières dans l'histoire du Congo, encore belges, ont eu lieu en mai 1960, que remporte largement le mouvement national congolais, le MNC de Patrice Lumumba. Le dirigeant donc de la BACO, Joseph Kasavubu, dans un souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre, ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste au candidat du parti ayant remporté le plus de voix. Il forme donc le premier gouvernement du Congo indépendant. Alors le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement largué les libéraux et qui s'est entouré des conseillers étrangers de gauche, prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Il prend donc le contre-pied de la politique modérée de ses débuts, tel qu'on peut la découvrir dans son livre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» comme je vous l'ai parlé tout à l'heure. Alors son discours va lui permettre donc de l'emporter sur Kasavubu dans l'opinion des Congolais, qui était déjà politisée. Alors, il proclame vivement que l'indépendance qu'il souhaite, associée à l'unité nationale, l'unité africaine, comme le président Fulbert Yulu d'ailleurs, marque la fin de l'exploitation et de la discrimination et le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dieux de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste.
une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit,
et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard assez vite, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera propre à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera
notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Le roi des Belges se sent offensé alors qu'il se considère comme le père de l'indépendance congolaise, ayant été l'auteur en janvier 1959 d'un discours radiophonique par lequel il est d'ailleurs le premier Belge à annoncer officiellement qu'il fallait mener le Congo belge à l'indépendance. Sans vaine précipitation et sans atermoiement funeste. Nous allons un peu survoler cette histoire parce que c'était pas l'objet, en fait, c'est parce que pour faire connaître un peu le parcours de Patrice Lumumba. Le 12 août 1960, la Belgique signe donc un accord avec Tchombe reconnaissant de facto l'indépendance du Katanga, alors que Lumumba décide de réagir en envoyant des troupes reprendre la région. L'ONU revient sur sa position initiale et impose militairement un cessez-le-feu, empêchant l'entrée des troupes congolaises. Dans un télégramme en date du 26 août, le directeur de la CIA, Alain Dulles, indique à ses agents, à Léopoldville, au sujet de Lumumba, nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que dans les circonstances actuelles, il mérite une grande priorité dans notre action secrète. Alors donc, si vous voulez, le sort de Patrice Lumumba a été scellé depuis les États-Unis, avec bien sûr la complicité du gouvernement belge. Un coup d'État donc soutenu par la CIA éclate à Léopoldville, par lequel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir. Le nouveau régime reçoit le soutien de Kasavubu et de l'ONU. Alors Mobutu, ex-militaire, mais aussi ancien journaliste de la presse congolaise, pro-colonial, Mobutu a repris donc du service dans l'armée congolaise avec le grade de colonel que lui a attribué auparavant Patrice Lumumba lorsqu'il était Premier ministre. Donc Mobutu va créer immédiatement le collège des commissaires généraux composé des Noirs, compétents dans divers domaines, transport, économie, politique, etc., chargés de gérer au plus pressé une situation chaotique. Dans le même temps, le 10 octobre, Mobutu assigne à résidence Lumumba. Ileo est leur ministre. Mais Lumumba fait passer en secret un mot d'ordre demandant à ses amis politiques de le rejoindre à Stalinville, où ils établissent un gouvernement clandestin dirigé par Antoine Gizenga. Le 27 novembre 1960, Lumumba s'échappe avec sa famille de la résidence Tilkens à Kalina et tente de gagner Stalinville avec une petite escorte à bord de sa Chevrolet. Son évasion n'est découverte que 3 jours après. Grâce à cette avance, persuadé d'avoir réussi à échapper à ses ennemis, il harangue ses partisans sur son passage, ce qui lui fait perdre d'ailleurs du temps et permet au major congolais Gilbert Mpongo, qui était officier de liaison du service de renseignement, de le retrouver pour essayer de l'arrêter. Après donc un premier échec à Port-Franqui, le 1er décembre, Pongo réussit et Lumumba est arrêté à Lodi, dans le district de la Sankourou. Il est donc ensuite ramené à Mouika, où il est embarqué à bord d'un avion vers Léopoldville, d'où il est transféré au camp militaire hardi de Tisville. Il se trouve alors sous la garde des hommes de Louis Bobozo, un militaire congolais ancien de l'offensive belge
de 1941 contre les Italiens d'Abyssinie, qui a la confiance de ceux qui croient pouvoir amener le calme. Donc, tout d'abord, Lumumba va être transféré avec plusieurs de ses partisans au fort de Chikakasa, à Boma. À la date du 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et deux de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont conduits par avion DC, DC4 à Elisabethville, au Katanga, et livrés aux autorités locales. Lumumba, Polo et Okito seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison où ils seront ligotés, humiliés et torturés par des responsables katangais, mais aussi les Belges, Gatt et Vercher. Ils seront ensuite fusillés le soir même vers 22h45 par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Ce qui est à vérifier, parce que jusque-là, l'histoire est floue, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles Patrice Lumumba a été exécuté, a été assassiné. Donc, il y a eu un documentaire qui a été diffusé à partir de 2003, je pense. Ce documentaire télévisé, on parle de guerre secrète, explique que Mobutu a fait dissoudre le corps de son rival dans l'acide, après l'avoir fait assassiner. Il est en outre acquis que les États-Unis avaient donc tenté de faire assassiner Lumumba, mais le plan avait échoué, donc l'opération avait été ordonnée par Alain Dulles, comme je l'ai dit tout à l'heure plus haut là, qui aurait mal interprété la volonté du président Eisenhower. Donc, en 2000, ça c'est le documentaire qui le montre après pour disculper un peu les États-Unis. En 2000 d'ailleurs, il y a eu de nombreuses versions. Les langues se sont déliées, surtout à la mort de Joseph Désiré Mobutu, alias Mobutu Sese Seko. Tshombe d'ailleurs avait aussi lancé un faux bruit pour dire que Mobutu, plutôt Lumumba, aurait été assassiné par des villageois. Ceci déclenche une insurrection parmi la population paysanne qui prend les armes sous la direction de Pierre Moulélé, ancien ministre de l'Éducation, au cri de « Ah Lumumba, ou Moulélé, Maï ». Les paysans conquièrent près de 70% du Congo avant d'être écrasés par l'armée de Mobutu soutenue par la Belgique et les mercenaires sud-africains. Alors Pierre Moulélé, nous avons déjà parlé de lui, qui était ministre de l'Éducation, s'était réfugié au Congo-Brazzaville à l'époque de Massamba Deba, et il a été livré sous Ngouabi en 68. Il a été livré par l'actuel président, l'empereur Sassou Nguesso, qui s'occupait des services de renseignement, des services de sécurité. Voilà un peu l'histoire résumée de Lumumba, parce que on aurait pu développer beaucoup de choses. Peut-être on aura d'autres émissions pour ça. Mais en tout cas, pour la compréhension de cette histoire de la remise des reliques de Mairie Patrice Lumumba. Bravo donc à Juliana, que j'ai rencontrée pour la première fois, d'ailleurs en 1988, à Paris. Alors je vous remercie, à bientôt. Flashback. Forum FM 105. Flashback. Souvenir. Attachez vos ceintures.
Flashback. Forum FM 105. Flashback. Souvenir. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Ba nationaliste bala timpidi Pona liwaya martire merie Ngomawa Oh Mawa vraiment na liwaya bate Oh Ndenge nini tokolela ye Lumumba soki yokonga Ba nationaliste ba moni pasi Pona kombo ya MNC Zonga balata ya suka Tokomisa yo na kombo ya o Oh Lumumba kufeli l'unité nationale Banana ye, nani agoboko